Peut-on simultanément encourager l'innovation et maîtriser les dépenses de santé? Alors, je pense que oui. Alors, c'est facile de dire oui, c'est difficile de l'implémenter. Mais en tout cas, sur les idées, et on parle du coût. Donc là, la question porte sur les dépenses de santé, mais la discussion porte sur le coût des médicaments. Mais au niveau du coût des médicaments, je pense qu'il faut vraiment rappeler, on a des médicaments au prix exorbitant, mais qui sont protégés par des brevets. Ces médicaments de pointe, nouveaux, sont une petite partie globalement de l'ensemble de l'ensemble des médicaments qui existent. Donc là, on va rediscuter, je pense, du prix des médicaments encore sous couvert des brevets. Mais il y a quand même toute une série de médicaments qui sont hors brevet pour lesquels des génériques n'existent pas, ou alors des médicaments pour lesquels des génériques existent, mais pour lesquels les prix ne sont pas assez bas. Je pense qu'il y a vraiment, dans un premier temps, un vrai effort à faire sur le coût des génériques qui n'ont pas de raison d'être aussi élevés, en tout cas pour certains génériques. Mais pour revenir après maintenant sur les coûts des nouveaux médicaments, là on a vu des marges bénéficiaires de 40 à 70, 80, 90% parfois. Là, ce qu'il est important de savoir, c'est très dur en fait pour l'économiste que je suis de me dire est-ce que le prix du médicament est juste? Autrement dit, sans ce prix-là, est-ce que le médicament n'aurait pas vu le jour? Si la réponse est oui, pour moi le prix est juste. Il est peut-être très élevé, mais il est juste. Je pense que pour beaucoup de médicaments, mais ça c'est juste mon intuition, le médicament aurait quand même vu le jour, même si le prix avait été un peu plus élevé. Mais malheureusement, ici, on navigue à vue, parce qu'il n'y a pas de transparence, pour moi, sur le coût des médicaments. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment connaître les dépenses qui ont été engagées pour produire un médicament, aussi les dépenses parallèles qui ont mené à des échecs, ça c'est important, parce qu'évidemment, peut-être qu'on a 40% de marge, mais ces 40% vont aussi couvrir les échecs qui ont été engagés par ailleurs. Et donc, moi je plaide pour beaucoup plus de transparence dans le système des coûts de recherche et développement pour les médicaments actuels. Alors, il y a une perspective un peu trompeuse quand on dit 3000 médicaments, 2000 candidats vaccins ont été développés, puis seulement 36 ou je sais pas ont vu la lumière du jour. C'est vrai. Ceci dit, beaucoup de ces 2000 candidats n'ont pas été portés, beaucoup ont été portés aussi par des startups qui, voilà, là, c'est pas le pharma qui a perdu, c'est les venture capitalistes qui ont perdu de l'argent. Donc voilà, l'entièreté des coûts de faillite ne va pas être portée par le pharma, mais sont déjà portés par des venture capitalistes qui vont gagner de l'argent par ailleurs. Peut-on agir sur la transparence, mesdames? Donc, si on regarde l'innovation de médicaments et maîtriser les dépenses de santé, je vous donne un exemple. La sclérose en plaques dans les années 90, c'était une maladie où il n'y avait pas de traitement. C'était surtout les jeunes femmes qui étaient malades et puis qui étaient vraiment, au cours de cette maladie, très, très handicapées, ne pouvaient plus travailler, ne pouvaient plus prendre soin de la famille, de soi-même. Finalement, aujourd'hui, il n'y a aucun problème parce qu'on a l'innovation de ces médicaments. On a commencé avec les interférents. Aujourd'hui, on a beaucoup de médicaments qui sont très, très effectués et qui ne font que ces patients de sclérose en plaques ont une vie absolument normale et peuvent encore effectuer d'autres tasks qu'ils ne pouvaient pas avant. Ça a aussi baissé les hospitalisations, la mortalité finalement. Et donc, avec cette innovation, on peut aider que les coûts de la santé sont aussi réduits. Essayons de dépasser au fond le procès qui est fait en essayant de comprendre comment on pourrait, au fond, trouver, à travers la transparence, ce serait un des éléments, le juste prix. Et que ce juste prix, chacun aura une conception différente, mais qu'il y ait un compromis sur ce qu'est le juste prix. Et quelle est la contribution que, au fond, l'industrie pharmaceutique pourrait faire à ça, mais aussi les pouvoirs publics? Alors, tout ce qui est montant investi dans la recherche, par définition, quand vous commencez une recherche, vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir découvrir. Donc, vous ne pouvez connaître les chiffres, les montants investis dans la recherche qu'à posteriori. Donc, là, je vois déjà une difficulté d'être à 100% transparent. Et après aussi, on parle toujours de ces coûts
mais on parle que des coûts directs, que des coûts qui sont représentés, que des coûts médicaux. Et on ne chiffre jamais les coûts indirects, les pertes de ressources, les pertes de travail, les coûts intangibles, la douleur, la souffrance. Ce sont aussi des coûts qu'il faudrait devoir évaluer et calculer pour avoir une transparence totale. Je pense que tout le monde sera d'accord sur l'idée que, au fond, ce que nous apportent les médicaments à notre santé, à notre vie quotidienne, c'est extraordinaire. Et c'est une aventure qui est à la croisée de l'industrie, de la science et de la médecine. Tout le monde sera d'accord avec ça. Maintenant, pour que ces prix aient une légitimité, vous sentez bien dans ces discussions que ces prix sont questionnés. La question de la transparence me paraît essentielle. Quand je reviens à ça, c'est-il possible dans des mécanismes entre partenaires de trouver des mécanismes qui donnent à ces prix la légitimité et qui permettent alors de mettre en comparaison du prix les bénéfices qui sont là. Alors, bon, déjà, je vous rappellerai que les prix sont fixés par l'État. C'est l'OFSP qui fixe les prix. Et je vais peut-être essayer de présenter un exemple qui me vient maintenant à l'esprit. Dans le cadre du développement du vaccin contre le Covid, on a énormément parlé de l'entreprise Moderna, qui a développé un vaccin sur la base de l'ARN messager. Donc ça veut dire que pendant 10 ans ou 15, en tout cas 10 ans, cette entreprise a investi énormément dans la recherche. Donc, au moment de la sortie du vaccin, on peut clairement dire, voilà, tout ce que cette entreprise a investi dans la recherche sur l'ARN messager, on peut l'imputer à ce vaccin-là. Maintenant, on a entendu que cette même entreprise Moderna est en train de développer un vaccin contre le cancer. Donc, pour ce vaccin, le développement de ce vaccin contre le cancer, ce qu'elle a investi dans la recherche ces 10 dernières années ne peuvent plus être totalement imputés au vaccin Covid, mais doivent aussi être imputés dans cette nouvelle piste qui est le vaccin contre le cancer. Donc, pour moi, c'est pas, à mon avis, un manque de volonté de transparence, mais c'est une extrême difficulté de pouvoir dire exactement, dans le domaine de la recherche, combien a coûté vraiment le développement d'un médicament, parce qu'une recherche peut servir à plusieurs choses. Ouais, je pense que quand même l'industrie pourrait faire de gros efforts dans la transparence, ça me semble évident. Pour ce qui est de la compétition éventuelle entre innovation et coût du médicament, je pense qu'effectivement, enfin, je suis tout à fait de l'avis qu'on doit pouvoir avoir les deux. On veut de l'innovation et on veut des médicaments pas trop chers. Et même des médicaments pas trop chers, ce serait un meilleur incitatif à l'innovation. Je continue l'exemple. Alors, vous avez parlé des exemples de la sclérose en plaques. Effectivement, c'est un domaine où des médicaments à très forte marge de bénéfice sont maintenant disponibles et occupent beaucoup le terrain. Il y a les exemples du cancer, il y a quelques exemples de maladies infectieuses, comme le sida par exemple, où les médicaments coûtent très cher et dégagent des marges faramineuses pour l'industrie. Le résultat de ça, et en particulier de ces marges faramineuses, c'est que la recherche sur les antibiotiques, par exemple, sur la tuberculose, sur des maladies de pays pauvres, elle a été tout à fait négligée, parce que si vous êtes une pharma et que vous avez de quoi investir, vous avez bien meilleur temps d'investir dans des anticancéreux qui vont vous rapporter la timbale que d'investir dans des anti-infectieux, des antibiotiques, où les marges de bénéfices, on sait, seront beaucoup plus petites, et la recherche sur les antibiotiques, elle est sinistrée à l'heure actuelle, et en raison indirectement des marges exagérées que des médicaments retirent dans des domaines juteux, je dirais. N'est-il pas possible, quand on a une ordonnance, d'avoir des emballages par le nombre de tablettes ou de capsules diminué? Donc, est-ce qu'on pourrait envisager, si ce n'est une vente des médicaments à l'unité, du moins dans des formes de présentation moindres?
peux répondre à cette excellente question. En principe, non en Suisse, à savoir que le fabricant, le pharmacien, toute la chaîne d'approvisionnement vous garantit un emballage de médicaments. Et si les emballages sont ouverts, il n'y a plus de garantie de qualité. En principe, on pourrait avoir substitué des trucs dedans, etc. Bref, le contrôle de qualité exclut en principe qu'on vous vende autre chose qu'un emballage entier. Maintenant, de manière intéressante, vous savez qu'on a des pénuries de médicaments. Il manque quelques antibiotiques tout à fait indispensables. Et l'OFSP, justement, vient de décider en début d'année que pour ces médicaments qui sont actuellement en rupture d'approvisionnement, il est autorisé de donner uniquement le nombre de blisters, de sous-emballages de pastilles correspondant exactement à la durée du traitement. Et même les pharmaciens sont encouragés à le faire, mais seulement dans le cadre de ce droit d'exception qu'on traverse actuellement en raison des pénuries. Nous avons une infirmière dans la famille. Elle nous dit que les conditions de travail sont très, très pénibles. Et la reconnaissance, non seulement en disant merci pour vos efforts, mais aussi les salaires ne sont pas à la hauteur pour beaucoup. Et il y a des jeunes, surtout des soignantes, qui quittent la profession après 5, 6, 7 ans parce que ça devient trop pénible. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan politique pour améliorer cette situation pour les jeunes soignants surtout? Ma compréhension de la crise actuelle, ce que j'ai appelé le désenchantement du monde des soignants d'une manière générale, mais plus particulièrement des infirmières et des infirmiers, pour ma part, je l'attribue à la question du sens du travail. Si je compare le chiffre que j'ai connu dans les années 90, où on est, rappelez-vous, en pleine crise économique, où il s'agit de faire des économies 10% d'une année, la question du travail, la question de l'adhésion ne s'est jamais posée. Les horaires étaient plus importants que maintenant. Les horaires ont baissé, le personnel a donc augmenté, mais reste posée aujourd'hui, de façon nouvelle, je crois, cette question du sens du travail, et beaucoup du monde des soignants est sur cette question-là anxieux. D'autant plus que chacun comprend que la relation soignant-soigneux suppose du temps. La consultation à 20 minutes, ça ne marche pas. Et donc, il y a une pression forte sur l'ensemble du personnel qu'il faudra d'une manière ou d'une autre résoudre. Par rapport à la finalité, au prix du médicament, pourquoi est-ce que vous n'envisagez pas, Roche, c'est un exemple, mais l'industrie pharmaceutique en général, de répartir l'ensemble des montants mis pour la recherche en général sur l'ensemble des médicaments produits. C'est-à-dire que, par exemple, pour une maladie orpheline, ce serait les mêmes ratios que pour une maladie qui n'est pas orpheline, qui est entre guillemets commune, ce qui aplanirait un petit peu les coûts. Donc, la recherche avec ces 15 milliards, ce n'est pas les seuls coûts qu'une boîte pharmaceutique comme Roche a. On a des employés, on paye les impôts, on a des immeubles, etc. Et puis, important, on a aussi des investisseurs. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement différent dans l'exemple dont l'État paye. On a des investisseurs qui prennent un risque et qui veulent aussi avoir un retour. Je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Et puis, avec de répartir les investissements avec le prix, je ne pense pas que ça fonctionnerait. Pour moi, l'élément crucial est qu'une recherche, on n'en connaît pas le résultat. Donc, définir, on va pas pouvoir dire tel médicament, je mets tant de recherche. Parce que si on prend typiquement la maladie d'Alzheimer, il y a eu des centaines de recherches qui ont été faites sans qu'il y ait de résultats. Mais si on décide à un moment donné, en mettant temps pour effectuer des recherches sur cette maladie, peut-être dans ce cas-là, le délai sera beaucoup plus long parce que la recherche va être peut-être infructueuse et va coûter beaucoup plus cher. Ce qui n'est pas possible d'horizontaliser, de répartir sur l'ensemble, c'est tout ce qui est en lien avec les recherches cliniques liées aux médicaments proprement dit. Ces recherches cliniques qui vont dans le processus de la mise sur le marché, ces recherches-là ne peuvent être que pour ce médicament
en question. Juste un petit élargissement. Dans cette discussion, on présuppose beaucoup que la recherche est importante pour le prix du médicament. Je ne sais pas si j'ai envie de vous laisser avec ce présupposé. Quel est le chiffre d'affaires annuel de Roche global ? 63 milliards. Voilà, et 16 milliards sont consacrés à la recherche. Donc c'est un petit cinquième. Hein, c'est vraiment pas... non, un quart plutôt. Enfin, c'est pas la recherche qui coûte le plus. Et c'est pas non plus la recherche qui détermine beaucoup le prix du médicament. Quand je vois les médicaments passer devant la Commission fédérale, moi, j'ai vraiment l'impression, enfin, c'est plus que l'impression, j'observe que ce qui définit le prix du médicament, c'est le maximum que le fabricant peut en demander. C'est surtout ça. C'est pas tellement la recherche qui détermine ça. C'est 63 milliards global, 300 millions en Suisse. Donc, le chiffre d'affaires de Roche en Suisse, il est minimal comparé, évidemment, globalement. Les 15 milliards qu'on investit chez Roche, d'autres boîtes pharmaceutiques, Pfizer, Novartis, des autres, ont aussi un taux qui est très, très haut. Les boîtes pharmaceutiques investissent beaucoup plus que d'autres boîtes automobiles, techniques. Mais vous avez raison, ce n'est pas les seuls coûts. On a aussi les coûts, comme je vous ai dit avant, des employés et tout. Mais finalement, on est les laboratoires pharmaceutiques, on invente des médicaments, on les commercialise et puis on a aussi un profit, ça c'est clair. Si on le veut autrement, il faut trouver d'autres solutions. Mais je ne pense pas qu'on peut lier ces 15 milliards après au coût des médicaments. Quand je regarde notre médicament d'Alzheimer, que pendant 20 ans, on a effectué des études de recherche fondamentale, de pré-développement, de recherche clinique, et puis en octobre passé, c'était en vain. Ces dépenses qu'on a eues, ils doivent aussi être payées. Je pense que ça, c'est aussi très, très important. Ce n'est pas seulement les médicaments qu'on voit sur le marché, mais tous ceux qui meurent pendant la recherche clinique et puis avant. Vous nous dites à plusieurs reprises qu'il justifie largement les prix qui sont fixés pour les innovations. Dans la recherche de justification de ce prix et donc de transparence, ne pourrait-on pas publier et connaître le prix de la recherche qui n'aboutit pas et qui contribue néanmoins à la mise sur le marché finalement d'un médicament ? Parce que ça permettrait de connaître dans quelle mesure les entreprises pharmaceutiques rentabilisent cette recherche. J'ai l'impression qu'ils sont compris dans les 16 milliards, c'est que ces coûts de la recherche qui n'aboutit pas. C'est votre quart de chiffre d'affaires, d'investissement dans la recherche. Donc on investit chaque année 16 milliards. On sait qu'une grande partie de ces 16 milliards ne va jamais voir la vie, comme vous l'avez dit. Donc on ne fait pas... par échec de chaque médicament, ce qu'on a dépensé, on ne fait pas. Et puis, c'est quelque chose que je ne suis pas persuadée si ça pouvait apporter quelque chose au public. Qu'est-ce que ça sert en plus ? C'est quelque chose à discuter, mais je n'ai pas la réponse si c'est vraiment le résultat qui aiderait à cette discussion. C'est à nouveau, si vous permettez, la question de la transparence. Et l'information, là, c'est du pouvoir. Et donc, il faudrait partager cette information. Donc, si on regarde le taux de médicaments, c'est 12%, comme on l'a entendu, chaque année qu'on dépense. Les coûts de médicaments en Suisse, ça reste les mêmes depuis des années. Donc, ce n'est pas qu'on augmente, on invente, on innove, on a des innovations, mais il n'y a pas que c'est exorbitant, que le coût des médicaments il monte chaque année. Je pense que ça, c'est aussi toujours important à garder en tête. Et puis, évidemment, on a des médicaments qui sont chers, mais qui valorisent aussi ce qu'on a le bénéfice au niveau de la qualité de vie, au niveau du temps qu'on peut travailler, au niveau de la morbidité et de la mortalité. Évidemment, ça, c'est aussi des facteurs qui sont mis dans tous ces remboursements de ces médicaments.